Nous avons un certain nombre d'orateurs et la raison va me pousser, le fait d'être raisonnable, je veux dire, va me pousser à les interrompre au bout d'un temps limité qui sera certainement pas plus de 10 minutes, hein, si Céline m'autorise. Micro marche. Ah, il faut que je parle dans le micro. Hein. Il marche pas, ni l'un ni l'autre. Je parle dedans, voilà. Je vais mieux parler dedans. Désolé d'avoir. Merci. Je suis pas très malin. J'ai fait pas mal d'enseignements dans ma vie, mais j'ai très rarement utilisé un micro. J'ai eu au début dans ma carrière jusqu'à 600 étudiants, mais effectivement, j'arrivais quand même à me faire entendre. Il valait mieux que j'ai pas de micro, sinon ils se mettaient à parler eux-mêmes, donc c'était quand même pas tout à fait le but désiré. Alors, moi, je vais me contenter de présenter les orateurs pour ne pas prendre leur place. Je vais donc simplement orchestrer et je vais essentiellement jouer le rôle du maître des horloges. Au moins aujourd'hui, ça sera moi. Nous écouterons tout d'abord Kathleen, et je présenterai au fur et à mesure, nous écouterons tout d'abord Kathleen Stock, qui nous vient d'Angleterre. Elle est philosophe et féministe, comme le dévoile le programme. J'aime bien l'association, le « et », conjonction de coordination entre deux choses bien différentes, ce qu'on appelle en français un zeugme, féministe et philosophe. C'est un fin connaisseur de la biologie. Hein, le livre que j'ai ici, qui vient d'être traduit et qui est tout à fait passionnant, l'auteur est dans la salle, le traducteur est dans la salle également, si vous voulez en discuter. Moi, je suis un lecteur fasciné par la précision avec laquelle elle a défini tout cela. Alors, elle nous parlera aujourd'hui de la métaphysique du sexe biologique et de tout ce qu'il y a dans le monde vivant, des sexes parfois séparés, parfois réunis. On n'oublie pas quand même qu'il n'y a pas que cette séparation des sexes qui est quand même la règle chez les mammifères, mais il y a des vertébrés qui changent de sexe au cours de leur vie. Il y a des invertébrés qui cumulent deux sexes à la fois, et ne parlons pas des plantes dans lesquelles il y a souvent les deux sexes réunis, pistil et étamine étant les porteurs des gamètes qui permettent ainsi la reproduction. Ça dit, toutes les plantes ne s'auto-fécondent pas. C'est un peu comme les escargots, comme tout le monde sait, qui doivent échanger et avoir un partenaire. Comme disait Jean-Charles, dans cette vieille foire au cancre, mais je parle à des gens qui ont certainement lu la foire au cancre à l'époque où c'est sorti. J'étais juste au collège, alors j'entrais juste au collège. Les escargots sont hermaphrodites, mais ils ne peuvent pas en profiter. Je vais donc laisser la parole à Kathleen Stock pour sa présentation. Je n'ai pas remercié les personnes qui nous ont enchanté ces quelques minutes. Et j'espère que nous les reverrons tout à l'heure, nous a dit Céline, c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce conte et j'ai beaucoup aimé l'accompagnement d'accordéon qui est venu avec. Et j'espère que tous vous l'avez aimé, vous aussi. Kathleen, c'est à vous. Merci pour cette belle introduction. Ravi d'être ici. J'aurais pu choisir plusieurs sujets sur ce titre de science et idéologie, mais j'ai choisi le sexe. Et je vais essayer en français, je vais lire, j'ai que 8 minutes. OK. La façon la plus simple de théoriser le binaire sexuel chez l'homme est de le relier au binaire sexuel dans la nature de manière plus générale et la production de gamètes. Dans une espèce sexuellement dimorphique, les femelles sont des formes de vie sur une voie de développement pour produire des gamètes gros et statiques, des œufs. Les mâles sont les formes de vie sur une voie de développement pour produire des gamètes petits et mobiles, spermatozoïdes. Cela s'applique à de nombreux mammifères, amphibiens, reptiles, insectes, plantes, etc., ainsi qu'aux êtres humains.
nota bene, spécifier que les femmes ou les hommes sont sur une voie de développement, on a developmental pathway, pour produire des gamètes d'un certain type est compatible avec le fait que cette voie soit perturbée par une variation génétique, une maladie, la vieillesse, l'ingestion d'hormones artificielles ou plus tard une intervention chirurgicale. Par exemple, une femme humaine est toujours une femme avant la puberté, après la ménopause, qu'elle soit fertile ou non, qu'elle ait pris de la testostérone artificielle et que ses organes sexuels aient été enlevés ou non. Bien que l'on parle souvent du sexe humain en termes de chromosomes XX ou XY, c'est uniquement parce que c'est la présence ou l'absence du chromosome Y qui détermine la voie des gamètes d'un être humain, Y pour les petits gamètes, absence d'Y pour les grandes gamètes. D'autres espèces ont des chromosomes différents, mais produisent toujours des mâles et des femelles en termes de voie génétique. Chez l'homme, c'est le gène SRY sur le chromosome Y qui déclenche le développement du phénotype masculin dans l'utérus, si tout se déroule normalement. Ces explications, qu'il s'agisse des voies génétiques ou des chromosomes, sont conçues pour répondre aux besoins de la grande majorité des êtres humains. Toutefois, dans le cas de certaines personnes présentant des variations ou des troubles du développement sexuel, parfois appelés intersexes, ces explications donnent parfois des résultats qui vont à l'encontre de la classification fondée sur les apparences extérieures. Par exemple, quelqu'un qui a les chromosomes XY, mais a des seins, un vagin et tout ça. Ça arrive normalement à la naissance, naturellement. Nous semblons donc avoir un choix raisonnable. Reconnaître que nos catégories d'hommes et de femmes ne peuvent pas tenir compte de tous les cas de variation biologique ou adapter notre catégorie pour tenir compte de la variation biologique et considérer les catégories hommes et femmes comme des ensembles de propriétés naturelles dont aucune n'est individuellement nécessaire pour appartenir à la catégorie, bien qu'un nombre relativement important d'entre elles le seront. Alors, c'est compliqué. Le transactivisme contemporain cherche à contester et à obscurcir l'existence naturelle d'une quelconque division sexuelle. Il n'est jamais très clair, pour moi, si les transactivistes A croient sincèrement en l'absence d'un binaire sexuel humain naturel, ou si B, ils pensent que la vérité n'est pas pertinente parce que leur but est d'amener tout le monde à croire en l'absence d'un binaire sexuel humain naturel pour des raisons de ce qu'ils pensent être justice sociale. Si collectivement, notre société en venait à croire qu'il n'y a pas de fait naturel fixe concernant le sexe binaire, les transactivistes présument que cela rendrait la société plus inclusive pour tous ceux qui sont actuellement jugés déficients par rapport aux normes sociales associées au sexe binaire, les personnes non conformes au genre, y compris les personnes transidentifiées. Bien entendu, il existe une autre façon d'aborder cette question, à savoir l'approche féministe traditionnelle, ne pas toucher au binaire sexuel et remettre en question les normes sociales oppressives associées au binaire sexuel. Mais cela ne semble pas présenter d'intérêt. L'une des raisons pour lesquelles l'existence d'un sexe binaire naturel chez l'homme, théorisé en termes de parcours des gamètes, a rarement été remise en question et qu'en tant que théorie, elle répond très bien à tous les critères habituellement appliqués au choix d'une théorie. Par exemple, elle est simple, élégante et économique. Elle s'accorde avec d'autres théories fructueuses sur le monde. Elle a grand pouvoir explicatif, nous aide à expliquer des choses importantes sur les humains et tout cela. Pourtant, les transactivistes rejettent cette théorie
car il ne s'intéresse pas à la simplicité ou au pouvoir explicatif, mais plutôt à la justice sociale supposée pour les personnes non conformées. La question qui se pose alors est de savoir par quoi il veut remplacer le binaire naturel. Dans de nombreux cas, la réponse est la culture, c'est tout. Suivant des philosophes tels que Judith Butler, il soutient qu'il n'existe de toute façon pas de nature indépendante de la pensée humaine et que les humains sont donc libres d'inventer des nouvelles catégories et de se débarrasser des anciens qui ne nous servent plus. Nous devrions faire des sentiments d'identité de genre la principale catégorie d'organisation pour les humains, soit en remplaçant complètement le sexe biologique, soit en rendant le sexe équivalent à l'identité de genre. Les personnes ayant une identité de genre féminine sont des femmes, les personnes ayant une identité de genre masculin sont des hommes, et puis des gens qui n'ont pas, des gens qui ont une identité un peu femme, un peu homme, sont les deux, peut-être. Dans mon livre, Material Girls, maintenant traduit en français, je répète certaines objections à cette idée que je n'ai pas le temps de développer ici. Toutefois, je terminerai en faisant remarquer que même si les catégories de sexe biologique étaient entièrement construites par la société, sans fondement naturel indépendant des esprits humains, il n'en suivrait pas que les activistes aient le pouvoir de décider quelles sont les nouvelles catégories. Tout au plus, les militantes pourraient-ils influer sur la manière dont ces idées sont définies dans leur propre sous-culture. L'objectif des activistes est donc de persuader les institutions que l'adoption de leurs idées sur l'inexistence ou l'absence d'importance de la biologie pour la vie humaine ne coûte rien, afin de diffuser plus largement leurs idées. Il appartient aux professionnels de la médecine, de la psychologie et de la psychiatrie, du travail social, de la philosophie, de la sociologie et d'autres disciplines d'expliquer aux détenteurs de pouvoir quels sont exactement les coûts de l'abandon des concepts traditionnels du sexe biologique, coûts pour les femmes et les jeunes filles, pour les homosexuels et les lesbiennes et pour les personnes transidentifiées elles-mêmes. Merci. Merci Kathleen. Votre livre m'avait fait penser à cette petite conférence, ce webinaire, comme on dit maintenant, d'une jeune scientifique de l'Institut Pasteur, à une société savante à laquelle j'appartiens, dans lequel elle déclarait combien elle avait été, qu'en faisant ses études, combien elle avait été désemparée en voyant que les ovules étaient de grandes cellules immobiles et les spermatozoïdes de petites cellules actives et mobiles. Et il est évident que se nicher dans ce genre de pensée. Alors, en fait, elle n'avait pas inventé ça. Hein, elle l'a trouvé dans le livre de Gross et Levitt par le Higher Superstition, qui est extrêmement intéressant, qui révèle, dès les années 90, qui révèle toute une série d'obsessions de la sorte, en particulier pour un groupe de féminisme et biologie qui avait lancé cette idée qu'il était très dévalorisant pour les femmes que les ovules soient grands et immobiles et passifs, et alors que les spermatozoïdes étaient petits, mobiles et actifs. C'est une injustice, nous en convenons tous. Merci en tout cas de votre présentation, c'est toujours extrêmement limpide, extrêmement intéressant. Je vais demander à Jean Slamovitch, professeur à l'Université de Bourgogne, linguiste, angliciste, également amateur de jazz et amateur de vin, et tout ça, ça ne gâte rien, bien évidemment. J'ai appris tout ça il y a 10 jours à peine, en faisant sa connaissance à Bordeaux, à un symposium dont je reparlerai dans quelques instants. Il a publié un livre extrêmement intéressant sur le sujet, qui malheureusement n'est pas assez lu et cité à mon avis, qui s'appelle « Le sexe et la langue ». Rassurez-vous, c'est très correct. Et dans lequel il démontre combien
la grammaire est torturée bêtement par toute cette désir de justice sociale. Je vois très bien, je sais ce qu'est la justice, je sais ce qu'est la société. La justice sociale, c'est un mot, et je ne suis pas certain de cerner ce qu'est la justice sociale. En tout cas, je lui donne la parole donc pour qu'il nous parle comment. Il ne va pas parler du sexe et la langue, il va parler comment mélange-t-on, si vous préférez. C'est pas du mélange. Idéologie et démarche scientifique. Merci Jean. Merci Jacques. Je ne sais pas si je dois me laisser réduire à ces identités éditoriales multiples. Bon, je voudrais juste éclairer un petit peu, à l'aide des outils de l'analyse du discours, les quelques aspects en fait et conséquences de la confusion entre science et idéologie. Mais après tout, Raymond Boudon disait lui-même que l'idéologie est un sous-produit naturel des sciences sociales, et donc le genre est un cas tout à fait éminent de ça. Alors, premier point que je veux souligner, c'est parmi les moyens qui font qu'une idéologie va pouvoir s'imposer comme vérité scientifique, c'est précisément l'argument d'autorité scientifique, c'est-à-dire de dire qu'on représente soi-même la science. C'est ce que j'appelle l'éthos de la blouse blanche, hein. Il suffit de l'enfiler pour se croire scientifique, et pour cela, il suffit de quelques moyens rhétoriques. Ces moyens sont le jargon, quelques suffixes savants, des notes de bas de page, et vous avez imité, au fond, l'apparence de la science. Et il faut bien sûr distinguer ce qu'on ne fait pas assez souvent, mais c'est souvent volontaire, la science de la recherche. Les contenus scientifiques sont des propositions intellectuelles qui ne dépendent pas des personnes. La recherche, c'est un champ institutionnel, politique, et qui procure de la légitimité. Donc, dans ces moyens rhétoriques, on va avoir notamment beaucoup d'assertions non démontrées, mais qui ont un grand pouvoir sloganique. Hein, des slogans comme la grammaire invisibilise les femmes, c'est très répandu aujourd'hui, jusque dans les médias, sans qu'on sache au fond ce que veut dire grammaire, ni ce que veut dire là. Au fond, l'article défini dans la grammaire, c'est un problème. Invisibiliser non plus, on ne sait pas ce que c'est. Bref, une phrase comme ça est très convaincante, et il est quasiment impossible de la démentir, au fond, sans décortiquer longuement la chose. Mais de tels slogans, non seulement ont une apparence de légitimité intellectuelle, mais ça sert à l'intimidation morale. Ça, c'est un trait particulier de ce qui a été très bien décrit ce matin, c'est qu'il y a une moralisation en fait dans les sciences humaines, dont témoigne un autre moyen rhétorique, qui est l'arsenal lexical de toute cette philosophie déconstructrice, et c'est le recours à ce qui paraît être des concepts, mais qui sont en fait des notions plutôt dénonciatrices, hein, patriarcat, inclusivité, alors positif ou négatif, vous avez les deux éléments, mais ce sont un lexique en fait fondé sur le jugement et pas sur la description, et cela crée un dispositif discursif, donc avec une fausse théorisation, avec donc des concepts qui ont une valeur axiologique plutôt que descriptive, et avec cette valeur d'intimidation morale qui s'installe. Et ça se renforce de manière circulaire. C'est-à-dire qu'on tient à la fois à dire que ces théories, c'est le bien, et c'est démontré par la science. Il y a toujours des études qui montrent que, même si elles sont toujours un petit peu fragiles et bien sûr orientées. Le genre, justement, c'est typiquement une notion qui paraît être un concept, mais qui en réalité regroupe toutes les significations du mot. Genre, ça peut être le genre grammatical, genre, ça peut renvoyer à la sexualité, à l'apparence, à l'identité. Bref, ça fusionne tous les emplois du mot dans quelque chose qui, du coup, est toujours insaisissable.
C'est ce que j'ai pu décrire comme antanaclase argumentative. Vous savez, c'est quand on emploie un mot dans des sens différents. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le mot raison n'a pas le même sens. Eh bien, quand on fait ça avec le mot genre, et dans le cadre, disons, intellectuel, ça aboutit à des paralogismes. Ça aboutit à des raisonnements qui sont en fait uniquement construits sur la proclamation, l'utilisation de ce genre de mots. Autre élément, par exemple, s'identifier à, dire je m'identifie à une femme, etc. C'est une formule. Ça n'est rien d'autre, au fond, c'est comme si le socle de cette théorie était fondé avant tout sur une simple formule. Hein. S'identifier à, qu'est-ce que ça veut dire littéralement, hein, qu'est-ce que ça décrit. Et justement, ces théories ne veulent pas décrire. Elles ont tendance à passer à côté de tout ce qui est observabilité, à définir des méthodes. On a des formules allusives, des métaphores, des slogans qui contribuent du coup à une déréalisation. Hein. On ne sait pas au fond de quoi on parle exactement, ce qui garantit une infalsifiabilité extrêmement efficace rhétoriquement. Très difficile à démentir ces théories parce qu'elles sont exprimées de manière floue. Antanaclase, obscurité stylistique, et également une autre figure rhétorique bien connue, c'est l'apodioxie. L'apodioxie, c'est quand on refuse de parler à son contradicteur parce qu'il ne le mérite pas, parce qu'on est au-dessus de lui sur le plan moral, et c'est évidemment représenté par l'accusation de transphobie, par exemple. C'est une façon de se construire un adversaire sans avoir à démontrer au fond que l'adversaire a tort. Donc on a encore une fois un dispositif discursif qui est extrêmement piégeant au fond et qui aboutit à un discours qui donc fusionne morale, science, politique, et qui s'est imposé de fait dans le monde politique, médiatique et même médical, au point, comme on l'a abondamment discuté, que, au fond, ce qui s'apparente à des mutilations sur des mineurs soit devenu à la mode. Il faut bien comprendre que c'est une théorie littéraire et philosophique, au fond, qui rend acceptables ces mutilations, qui les rend acceptables sur le plan de leur légitimité, mais qui ne reposent que sur leur formulation. Formulation donc, faite de paralogisme, de slogans, d'intimidation. Alors certes, ça montre peut-être le manque de discernement de notre époque, mais ça montre aussi que le monde intellectuel, et tout particulièrement l'université, est une usine à falsification, à post-vérité narrative, puisque tout cela finalement provient du monde de la théorie littéraire et philosophique, mais qui fait de cet obscurcissement stylistique une fausse science, dont le mécanisme de validation repose sur une transformation du statut de ce discours, où on a ce fantasme de changement de sexe, par exemple, qui devient un corpus idéologique avec des textes repérables, idéologie qui devient une doctrine incarnée par les militants, et doctrine qui devient ensuite une politique quand elle rentre dans la loi, et moment où elle bascule dans l'orthodoxie. Hein. Le prosélytisme doctrinal nous fait passer donc de cette idéologie à une doctrine qui devient une politique qui devient une loi. C'est ce mouvement-là, il faut bien retenir, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse, que cette fabrication sloganique des illusions, c'est une opération verbale, construite sur la séduction des mots, mais aussi sur l'intimidation sociale. Et c'est justement à nous de désobscurcir, de reconceptualiser, laborieusement peut-être, hein, c'est toujours plus difficile que le slogan, d'où d'ailleurs la mise en place de ce concept d'angoisse de sexuation pubertaire. On peut espérer que ce genre de reformulation, de reconceptualisation stimule la réflexion sans assignation idéologique et
pour retrouver peut-être un peu de raison, parce que ces théories qui font que on puisse considérer qu'appeler un homme une femme ou l'inverse, c'est l'arbitraire du signe dans le langage, c'est une convention partagée. Mais dire qu'un homme c'est une femme et une femme un homme, c'est un arbitraire subjectif. Là, c'est une convention purement liée à des groupes, à des bases sociales qui reconnaissent ça et qui ont un usage du langage complètement différencié. C'est le problème de la conventionnalité du langage, de la normalité et du partage. Et faute d'une conception du langage ordinaire, tout simplement, eh bien, on aboutit à une pulvérisation de l'articulation du langage et du réel, à cet éclatement qu'on a vu, assez irresponsable, au fond, de la simple dissibilité du monde, ce qui est, on le voit dans le champ donc médical, la porte ouverte à toutes les manipulations, à toutes les emprises sociales. Et contrairement au discours affiché, c'est évidemment, ce sont des manipulations qui sont source non pas d'émancipation, mais de nouvelles dominations. Je vous remercie. Merci Jean, toujours extrêmement intéressant, concis et précis. J'ai tout à fait apprécié cette présentation. Effectivement, se déclarer homme quand on est femme et femme quand on est homme, c'est une chose. Moi, j'ai déclaré, mais qu'on n'a pas eu... Pardon. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais moi aussi, j'ai fait ma transition, mais vers un âge plus jeune. J'ai 25 ans. Alors, bien sûr, ça n'est pas performatif, puisque je n'ai pas pu dissoudre mon âge. Mais en tout cas, je vous annonce que j'ai 25 ans. Et qu'il me reste un petit peu de travail à faire. Je vais aller voir avec notre ancien ministre pour qu'il contribue un petit peu à cette réjuvénation. J'ai découvert toute une série de mots nouveaux, de réjuvénation, de façon à avoir quand même mon âge ressenti, qui est de 25 ans. Et j'ai été encore hier tout à fait blessé par une jeune femme qui s'est levée dans le métro pour me laisser sa place. Bien. Déjà... Désolé de taquiner le sérieux des orateurs, mais disons que bon, je suis né un petit peu comme ça dans la dérision. Je vais demander à Leonardo Orlando de venir parler. Il va nous parler du déni de la biologie et de la théorie de l'évolution dans les sciences sociales. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. D'abord pour moi, parce que je m'intéresse beaucoup à l'évolution et au parallélisme entre l'évolution des cancers. Je ne me suis pas présenté, mais j'étais prof de cancéro, biologique essentiellement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de malade. Et je m'intéresse beaucoup à la génomique des cancers et à ce parallélisme que l'on peut faire entre l'évolution génomique des cancers et l'évolution darwinienne. Leonardo va nous en parler dans les sciences sociales. Et alors, j'ai une lecture toute récente, extrêmement intéressante. J'avais remarqué en lisant Lévi-Strauss, quand j'étais jeune, que c'était quelque chose qui n'avait pas de prise sur le temps. C'est-à-dire, il considérait l'espèce humaine une fois pour toutes. Et il décrivait les formes élémentaires de la parenté sans les ancrer dans l'histoire de l'espèce humaine. Or, Bernard Chappet, dans ce livre, décrit, il était primatologue au départ, il s'est intéressé ensuite à l'anthropologie, et il décrit l'ancienneté et l'ancrage de certains comportements de l'espèce humaine, les caractéristiques de l'espèce humaine, que l'on retrouve, des comportements sociaux et sexuels, que l'on retrouve chez les chimpanzés et les bonobos, même s'ils n'obéissent pas au même modèle, mais l'évitement de l'inceste est déjà présent chez
ses lointains cousins, parce que finalement, ça fait quand même plusieurs millions d'années qu'on s'est séparés des bonobos et des chimpanzés, eh bien, l'évitement de l'inceste existe déjà. Et cet éclairage qui est apporté par cet auteur dans ce livre d'anthropologie m'a paru particulièrement intéressant. Et je pense que Leonardo va nous parler d'évolution. Alors, je n'aime pas le terme de darwinisme. Après tout, est-ce qu'on parle d'einsteinisme pour parler de la théorie de la relativité? Non. Donc, moi, je parle de la théorie de l'évolution, ou de la science de l'évolution, si vous préférez. Leonardo, c'est à vous. Merci beaucoup, Jacques. Effectivement, je vais vous parler un peu du tabou de Darwin dans l'université en général, non seulement dans les sciences sociales. Je vais commencer par la fin et vous dire, est-ce que Darwin il est tabou? Oui, voilà, c'est ça la réponse. Je pourrais laisser la présentation là, mais on va faire quand même quelques explications. La situation de la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Charles Darwin dans les sciences sociales, elle me fait penser à quelque chose qui a été mentionné ce matin par le professeur Didier Sicard, qu'il avait fait mention à Galilée. Et moi, ça me fait penser beaucoup à ce qui s'est passé par rapport à l'héliocentrisme dans les universités il y a quelques siècles. Par exemple, en 1583, quand il y a Giordano Bruno qui est allé présenter la théorie de Copernic à Oxford, l'accueil qu'il a eu, c'était pas le meilleur. Les doyens du collège où il était a dit, en fait, ce petit Italien, elle vient nous présenter, il nous dit que la Terre tourne autour du Soleil, qu'en réalité, c'est sa tête qui tourne autour de ses épaules. En fait, on pourrait penser qu'aujourd'hui, une telle chose ne pourrait pas arriver. Ok, je dois vous concéder qu'aujourd'hui, on ne brûle pas les gens qui pensent différemment, comme ce fut le cas pour Giordano Bruno. Mais d'une certaine manière, la situation, elle est bien pire. Parce que pour ces gens à Oxford en 1583, il faut les excuser d'une certaine manière à partir du moment où les livres de Copernic venaient d'être publiés après 40 ans auparavant. Et il fallait encore attendre quelques décennies pour les observations de Galilée et puis encore un peu plus pour les théories de Johannes Kepler. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution, l'origine des espèces de Darwin a été publiée en 1859 et la filiation de l'homme, The Descent of Man, a été publiée en 1871. Et depuis, on a un siècle et demi de recherche dans tout un tas de disciplines qui nous prouvent non seulement que la théorie de l'évolution est vraie, mais en plus que c'est la métathéorie unificatrice de toutes les sciences de la vie. Donc, si on dit une métathéorie unificatrice, qu'est-ce qu'on veut dire? Je vous les présente d'une autre manière. Est-ce que la physique peut aller contre les mathématiques? Est-ce que je peux présenter une théorie physique qui suppose que 2 plus 2 fait 5? Ben non. Est-ce que la biologie peut aller contre la physique? Est-ce que je peux étudier les vols des oiseaux si je nie la mécanique des fluides? Non. Pourtant, dans les sciences qui s'occupent du social, on nie la théorie de l'évolution. Alors, quelques exemples concrets. Je ne vais pas parler des cas de cancellation, parce que je pense que si vous êtes ici, vous les connaissez tous. D'ailleurs, peut-être ça, c'est une grande réunion de cancellés, d'une certaine manière. Donc, soyons un peu plus concrets. Parlons des études qui nous montrent quelle est la réception de la théorie de l'évolution par les scientifiques qui en font usage, c'est-à-dire dans les disciplines dont ils doivent s'en servir. Et en 2022, il y a une grande étude qui a été publiée. En fait, ça reprenait une étude faite par les mêmes chercheurs en 2002 qui montrait qu'actuellement, les scientifiques dans des disciplines vraiment qui doivent s'en servir de la théorie de l'évolution, comme anthropologie ou psychologie, ils sont plus peurs, ils sont plus réticents à en parler qu'il y a 20 ans. Donc, de ce point de vue, il y a une diminution. Après, il y a d'autres disciplines, par exemple en psychologie. Aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas d'études à ce niveau-là en Europe, mais je suppose que c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir votre diplôme en psychologie sans avoir fait même pas un seul cours en biologie évolutive. Donc, pourquoi Darwin est-il important et comment ça se passe dans les sciences sociales? Darwin, il est important parce que, comme l'a dit le philosophe Daniel Dennett, la théorie de l'évolution est la théorie la plus importante que l'humanité n'a jamais eue, tout simplement parce qu'elle donne la meilleure explication pour notre présence sur Terre.
Donc on s'est demandé pendant des milliers d'années d'où venait-on. Darwin, il a résolu ça en 1859. Et comme je disais auparavant, rien n'est fait du sens si en dehors de la théorie de l'évolution. Mais les sciences sociales, elles se sont construites sur en fait cette dissociation avec la théorie de l'évolution, non seulement ça, mais aussi la biologie de manière générale. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler beaucoup des choses qui se passent actuellement, mais il faut penser que The Blank Slate, le livre de Steven Pinker, il date de 2002. Déjà en 1976, Robert Rivers, un biologiste, dans l'introduction au Chêne égoïste de Dawkins, il parlait en fait des sciences sociales comme des disciplines construites sur le business de nier la biologie. Et si vous me demandez quel est le moment dans lequel les sciences sociales ont fait cette rupture, ou plutôt ont perdu la guerre dans ce qui est du lien avec la biologie, c'est en décembre 1903, quand il y a eu les fameux débats entre Émile Durkheim et Gabriel Tarde. Et Émile Durkheim, vous connaissez tous. Gabriel Tarde, c'est vrai qu'il est bien moins connu, parce que c'est quelqu'un qui malheureusement il a disparu, mais essentiellement Émile Durkheim, il disait qu'on devait expliquer les sociales par les sociales, et Gabriel Tarde, il disait qu'on devait expliquer les sociales par les cerveaux. Donc, à ce moment-là, ou après la mort de Tarde, les sciences sociales ont fait cette erreur fatidique de se séparer de la biologie. Et quelles sont les conséquences de ça? Bon, les conséquences, je dirais que c'est un spectre des conséquences qui vont du néfaste au monstrueux. Les monstrueux, je pense que c'est demain qu'on va parler surtout des mutilations des enfants et tout ça. Donc là, je vais rester au néfaste. Les néfastes, c'est par exemple quand on ignore l'effet que des millions d'années d'évolution ont eu sur notre cerveau, on ne peut pas comprendre tout un tas de dynamiques sociales, mais aussi tout un tas de dynamiques individuelles. Ne serait-il par exemple que les rapports entre les hommes et les femmes, les relations amoureuses, c'est très difficile de les aborder si on ignore cet aspect-là. Et une chose qu'on voit les conséquences aujourd'hui, quand on voit un certain nombre de statistiques sur les rapports sexuels, que par exemple les jeunes ils sont en comparaison avec les générations antérieures, etc. Mais après, pour revenir à la question un peu plus concrète de l'enfance, il y a 2 ou 3 dimensions que je voudrais souligner. La première, elle semble toute banale, mais en fait, elle est très importante, et celle du jeu. En fait, le jeu, on sait que dans toutes les cultures, dans tous les temps, les garçons, ils jouent à la même chose, à savoir 2 jeux dans lesquels il y a un ennemi, tandis que les filles, elles jouent à un jeu dans lequel il faut s'occuper d'un être. Et pourtant, il y a des millions d'euros du contribuable qui vont dans des politiques publiques en fait basées sur le déni de cette réalité évolutive. L'école, comment comprendre le fait que l'échec scolaire est un phénomène presque exclusivement masculin, quand on ne comprend pas que le cerveau d'un garçon n'est pas fait pour la dynamique scolaire. La criminalité, en fait, si on ignore ce que c'est que les syndromes du jeune mâle, comme le rappelaient les psychologues Martin Daly et Margot Wilson en 1988, on ne peut pas comprendre les problèmes des délinquants jeunes. Donc voilà, en fait, les problèmes, ils sont majeurs, ils sont nombreux de cette déni de la théorie de l'évolution dans les départements des sciences sociales, qui fait sombrer de manière générale l'université dans un certain obscurantisme. Non, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à côté dans la même université, je ne sais pas, à Berkeley, il y a des prix Nobel, il y a aussi Judith Butler qui enseigne. Donc là, il y a un problème. Quoi faire? Bon, moi, je voudrais finir en faisant quelques suggestions, parce que je pense que l'analyse, c'est très bien, mais aussi, il faut se mouiller un peu en faisant des propositions. Moi, je pense que la toute première chose est comprendre que l'université, elle ne va pas changer d'elle-même. Ce matin, en fait, on parlait de l'importance de grandir, de comprendre la réalité. Bon, je pense qu'il faut accepter cela, et tant que nous n'accepterons pas que l'université
n'a aucune raison de changer d'elle-même parce que la société continue à demander ses diplômes, donc elle continue à les fournir comme elle le veut. Tant qu'on ne comprendra pas ça, tous nos efforts, c'est qu'on fait de wheel of fix, ça mène nulle part. Et puis, pour ce qui est en fait des politiques publiques, la recherche qui pourrait s'appliquer directement sur la réalité, comment faire les tri, comment savoir en fait si ce qui vient de l'université, ça vaut quelque chose ou pas. Moi, je propose un petit test Darwin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est très simple. En fait, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose sur le social, que ce soit dans ses recherches, dans ses enseignements, on lui posera une seule question. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire contredit la théorie de l'évolution? Je ne vais pas rentrer dans une discussion très philosophique sur décrire et expliquer, mais si un démographe vient vous dire qu'est-ce qu'un certain électorat vote dans une telle circonscription, il n'y a aucune explication. En revanche, si cette personne, ou un sociologue, un politiste, ou n'importe qui, veut vous expliquer les raisons de ces comportements, ce que cette personne est en train de dire ne peut pas aller contre la théorie de l'évolution. Autrement, c'est que cet chercheur ou enseignant est en train de nous dire « ça ne vaut pas plus que les prophéties d'un astrologue ». Merci. Merci Leonardo de cette présentation extrêmement intéressante. Et c'est vrai que les sciences sociales, y compris d'ailleurs l'histoire, qui n'est pas une science sociale, qu'a dénigré, il y a un historien des sciences qui s'appelle Pichot, André Pichot, qui a dénigré tout le travail de Darwin en disant que ce n'était pas très important, en disant qu'il s'était trompé, etc., comme si une nouvelle science qui est née avec, un peu avant Darwin quand même, avec le transformisme dont Lamarck est le père, un peu comme si, n'est-ce pas, toute la science de l'évolution n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est assez stupéfiant. Je ne sais pas si vous avez lu André Pichot, mais c'est vraiment quelque chose d'inadmissible qu'un historien des sciences qui se part de ce beau titre d'historien des sciences dise d'aussi grosses sottises et surtout les publie. Je vais demander à Andreas de venir nous parler de valeurs, de sciences, de société. C'était le titre du symposium qu'il a organisé, je disais, il y a une dizaine de jours à Bordeaux, qui était d'une tenue tout à fait exceptionnelle. Ça sera vraisemblablement, les actes du symposium seront vraisemblablement publiés dans European Reviews, si j'ai bien noté ça. Et il y aura un YouTube dans lequel les 5-7 minutes les plus décisives de ce que chacun a raconté seront regroupées de façon à ce que ça soit un YouTube de 10 minutes et pas un YouTube de 10 heures, comme il faudrait pour mettre la totalité des présentations. Et je pense que ça sera beaucoup plus didactique et disons, pointu si on a ce YouTube. Donc surveillez la parution et j'espère que vous vous ferez l'écho de la sortie et que ça sera annoncé dans la grande presse, avec un lien, pourquoi pas, on peut toujours rêver dans la vie. Hein. Et à l'université de Bordeaux, qui s'est débrouillée une semaine avant le symposium pour refuser les locaux ou faire payer une somme astronomique de façon à décourager la tenue de ce symposium dans des locaux universitaires. Eh bien, nous avons trouvé, avec Andreas, les locaux de l'ancien séminaire où les bons pères nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et sans aller s'occuper de ce qu'on allait raconter. Bon, c'est ainsi. Et pour en terminer sur la science de l'évolution, il m'est arrivé pas mal d'enseigner et de raccrocher chaque fois que je pouvais la mention de l'importance de l'évolution pour certains points de génomique des cancers. Et dans mon audience, je vois deux types de sourcils se froncer. Les cathotradis, les cathotradis et oui, et les musulmans
qui manifestement n'apprécie pas tellement que je raccroche et que je dise combien la théorie de l'évolution était féconde pour comprendre la génomique des cancers. C'est une expérience personnelle, mais j'en rajoute bien évidemment en tapant, non pas du poing sur la table, mais en tapant sur ce qui leur sert de comprenette pour leur dire combien c'est important. Je parle trop, hein, manifestement. Andreas, c'est à toi. Ok, très bien. Donc, j'ai préparé, disons, cet exposé en anglais, finalement, mais finalement, je vois que tout le monde parle français, donc je vais parler en français. Donc, je dois faire une traduction instantanée, finalement, dans mon cerveau, un switch. Voilà. Donc, je vais vous parler de la vérité des valeurs au sein de la société, parce que le problème du trans et du genre sont intimement liés, et c'est finalement un cas d'école de ce fait. Donc, disons, je vais vous d'abord expliquer un petit peu les principes de base de la relation entre les valeurs, la société et la vérité. Ensuite, je vous donnerai la situation actuelle, donc au sein des institutions académiques, et surtout dans la science et la médecine. Ensuite, je vous donnerai des exemples sur des articles qui sont publiés et des grandes maisons finalement qui publient comme Springer, etc. C'est ce qu'ils disent à ce propos-là. Et enfin, donc je vais conclure quand même avec une application de ce qu'on appelle la transition du sexe en culture cellulaire. Juste un exemple, c'est vraiment là, donc disons, on peut dire, c'est cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, le problème initial, c'est le problème de David Hume. Is and ought. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il doit être. Ce qu'il est, c'est les vérités factuelles qui sortent de la science empirique, et ought, c'est ce qui doit être, ce qui est sous la dépendance de valeurs. Et ces valeurs sont, donc au départ, ça peut être des valeurs épistémiques, comme la vérité est une bonne chose. C'est aussi une déontologie de la recherche, c'est-à-dire ce qu'on veut. Donc on veut que la société fleurisse, mais cette ought peut devenir hypertrophe, peut devenir extrêmement important et donc avoir une implication très importante sur le is, c'est-à-dire sur la science empirique. Et ça peut constituer ce qu'on appelle une boucle idéologique. Et cette boucle idéologique va ensuite changer les résultats qu'on va obtenir sur le plan expérimental. Donc, ça entraîne ce que le philosophe Karl Hempel a appelé the fallacy of affirming the consequent. C'est-à-dire, c'est finalement la confirmation, un biais de confirmation. Et ce biais de confirmation, finalement, va ensuite entraîner tout simplement une science qui n'est plus liée à la réalité. Donc évidemment, il y a des exemples extrêmes de ce fait, qui est ce qui se passe sous Lysenko et aussi chez Hitler avec une science, une physique allemande, c'est-à-dire la physique juive, mécanique quantique, Einstein, tout ça, c'était la physique juive, donc liée à une ethnie, à une biologie spécifique. Et finalement, il fallait créer une biologie, une physique allemande qui est une physique aryenne. Très curieux, mais enfin, donc c'était fait comme ça. À l'époque actuelle, on a donc un problème qui est énorme, qui est d'un autre type, mais qui est aussi donc une entrée idéologique dans les sciences. C'est premièrement, les fondations épistémiques sont attaquées par viewpoint epistemology,
donc nos théories critiques de la race, white supremacy culture, etc., et la théorie queer et gender. Ensuite, ça va donc entraîner au niveau de la pratique, des pratiques au sein des universités assez dramatiques. Par exemple, on recrute des étudiants et la faculté sur la base des identités de groupe. Il y a le cancel culture, après il y a le DEI, c'est Diversity, Equity, Inclusion, qui est important. Il faut l'annoncer, il faut déclarer pour les interviews, pour le recrutement, pour les articles scientifiques, etc. Il y a une chose récente qui est le citation justice, c'est-à-dire la justice de citation. Il faut screener ces citations si vous êtes donc un homme blanc, premier auteur, ou une femme, premier auteur noir ou ethnique, ou le dernier auteur. Ce qui compte dans un article scientifique, c'est le premier auteur et le dernier auteur. Et donc, il y a maintenant des programmes qui ont été mis au point, justement, qui vont vous screener automatiquement ça et vont vous proposer des remplacements de vos citations. Voilà, c'est assez dément, mais c'est en train de se faire. Donc ensuite, il y a évidemment les traitements en médecine qui peuvent être ajustés en fonction du groupe, identité de groupe. Et c'est aussi les gender affirming treatments qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, donc il faut finalement remplacer les fondations épistémiques. Il faut attaquer le racisme et le sexisme partout, et toute différentiel de santé doit être lié à ces variables. Et ensuite, les traitements aussi qu'on prescrit doivent être liés donc à la racialité, à la théorie critique de la race ou à des critères de genre. Et donc, en avril 2024, un éditeur célèbre, Springer Nature, ils ont un guide d'utilisation du langage qui est inclusif. Donc ce guide, évidemment, préconise un certain nombre de choses, par exemple, donc père, mère, etc., remplacé par caregiver. Caregiver, c'est, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est une personne donc, qui prend en charge, soignant, c'est ça. C'est ça. Et donc, pour le mot anglais humankind, c'est-à-dire c'est ça, l'humanité, donc, au lieu de dire mankind, c'est le classique, remplacé par humankind, parce que c'est plus inclusif, etc. Et surtout, les femmes enceintes, c'est plus des femmes enceintes, mais c'est finalement une personne qui est enceinte. Donc, les personnes, parce que ça peut être aussi un homme qui peut être enceinte maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est Springer Nature, c'est l'éditeur le plus prestigieux au monde qui préconise ça. Ensuite, il y a l'éditeur in chief du Lancet, Richard Horton, qui a écrit un offline, We must engage in a war of position. C'est-à-dire, il faut faire une guerre culturelle, finalement, à travers des sciences. Et il cite Gramsci comme exemple. Antonio Gramsci, dans le Lancet, premier journal de médecine au monde, et donc il cite donc cet homme comme exemple. 2 minutes. Une, ok, très bien. Et donc j'ai répondu à cela, et donc il est
donc je lui dis clairement que finalement, ce n'est absolument pas le cas que dans un journal de médecine, premier journal de médecine au monde, il faut faire la médecine et pas l'idéologie. Voilà. Et juste, donc, la dernière que je vais... donc, il y a... peut-être je vais aller plus loin. Je vais juste vous donner donc un exemple maintenant ce que la médecine peut faire, parce qu'on peut générer le changement de sexe en culture cellulaire. Sex conversion in culture, on appelle ça. C'est un article sorti 2023 dans Nature, dans lequel ils ont pris d'une souris mâle des cellules. Ils ont fait ce qu'on appelle des iPS, c'est-à-dire des cellules progénitrices qui ont été induites. Ces cellules progénitrices, on l'a flingué le chromosome Y, donc on peut le faire, on peut enlever le chromosome Y. On a transformé ces cellules en ovocytes. On a fécondé cet ovocyte avec un sperme. Ça aurait pu être le même sperme, le sperme du même animal, donc ça aurait été vraiment, vraiment intéressant, mais ils n'ont pas fait comme ça. On a reimplanté l'ovocyte dans une souris et les bébés viables sont nés. Sex conversion in culture. Voilà la médecine qui est finalement devenue la putain des idéologies. Merci. Je vous remercie. Merci Andreas. Oui, cette histoire d'équilibrer les citations en mettant autant de femmes en premier auteur que d'hommes, moi, ça m'a toujours laissé perplexe, parce que sur quoi se baser? Sur le prénom. Alors, en français, on a seulement 3 prénoms, j'en ai oublié, qui peuvent être donnés aux personnes des deux sexes. Dominique, Claude, Camille. En anglais, c'est déjà plus difficile, parce que qui peut dire que Satchel, c'est le fils de Woody Allen qui l'a prénommé Satchel, ce qui veut dire cartable. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? C'est quand même un peu difficile à savoir. Et puis, je ne sais pas moi, en arabe par exemple, les prénoms féminins se terminent souvent par A. Nabil donne Nabila, Karim, Karima. Oui, mais Oussama, hein, c'était un homme. Et en français, on pourrait dire au premier regard, quand c'est des Anglais qui regardent, ils disent « Oh là, et eux » à la fin, c'est forcément une femme, puisque « et eux », avec le « e » terminal après un « et » accenté aigu, c'est forcément une femme. Oui, Amédée, par exemple. Amédée, ce n'est pas un prénom féminin. Donc comment faire? Comment fonctionnent ces algorithmes? C'est une idiotie parmi d'autres d'identifier le sexe. Alors, je ne parle pas des prénoms chinois. Il faut quand même se lever de bonne heure pour savoir quel est le sexe d'un auteur chinois ou japonais. Ça, c'est pas raisonnable, c'est l'idéologie gouvernant ainsi les choses. Last but not least, Pierre Valentin, et cela va nous montrer qu'il y a... nous avons ouvert le panel des orateurs à tous les grades universitaires, professeurs, docteurs, post-doc, et Pierre Valentin présenté comme doctorant. Mais je crois qu'il est quand même, j'imagine, à un niveau tout près de soutenir une thèse. Peut-être plusieurs, non. J'espère que vous ne faites pas partie des doctorants perpétuels. C'est pas prévu. On en voit peu en médecine, mais on en voit dans les facultés des lettres. Alors, il a fait un très bon petit livre, Comprendre la révolution woke. J'en profite là aussi pour faire la publicité de ses écrits. Leonardo, je n'ai pas su si tu avais publié un livre, pas encore. Andreas a publié un très bel article, In Defense of the Merit in Science, et effectivement, c'est une sacrée bagarre d'avoir le mérite comme critère pour un article scientifique. Pierre Valentin va nous parler donc de transidentité, et avec une expression qui m'a bien plu, quand les élites privatisent la réalité. Merci Pierre, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Alors sur les précédentes interventions, on était sur une moyenne de 2,4 personnes endormies dans le public. J'ai eu des ambitions modestes, donc je vais essayer de ne pas augmenter ce chiffre. Donc je voulais parler en effet de la privatisation de la réalité via le mouvement transidentitaire. Toute réticence vis-à-vis du mouvement trans se voit terrassée par cette simple interrogation « Mais toi, en quoi est-ce que tu y perds ?» Premièrement, une communauté qui clôt les débats de société de cette façon, plutôt que par une réponse convaincante à la question « Et nous, que pourrions-nous y gagner ?», a abdiqué par confort individuel toute prétention à la vie commune. Ensuite, sans même mentionner le fait que l'on puisse ressentir le devoir d'empêcher des jeunes gens de se mutiler à vie, même formulée ainsi, la question n'a pas à être de nature rhétorique. Moi, j'y perds bel et bien à titre individuel plusieurs choses, et vous aussi. Les catégories conceptuelles les plus basiques, d'un point de vue évolutif, nous l'avons entendu, sont hommes, femmes et enfants, cette dernière étant notre seule représentation, et temporaire de surcroît, d'un neutre asexué. Notre esprit, qu'on le veuille ou non, classe toute personne en ces trois catégories de façon pré-réflexive. Ceux qui transitionnent, bien au courant de ce préjugé indéboulonnable, qu'ils attribuent à la culture et non à la nature, font tout ce qu'ils peuvent pour sauter d'une catégorie à une autre. Des femmes vont jusqu'à l'ablation de leur sein, et des hommes se contentent parfois de se faire limer l'os du menton. Cependant, ces mesures drastiques, même couplées à une bonne dose de maquillage, restent bien souvent insuffisantes pour duper le cerveau humain et sa capacité de classification. On attribue souvent, à tort, à Jean Jaurès la formule suivante : « À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien ». Autrement dit, celui qui n'a pas de patrimoine personnel a encore accès au patrimoine commun, une langue commune, un drapeau, une histoire, une solidarité, un récit. Il ne fait pas bon être non seulement pauvre, mais également apatride. Les privatisations des espaces communs, des parcs qui deviennent payants par exemple, punissent d'abord les moins aisés d'entre nous. De la même façon, la disparition du lien social frappe bien plus durement les plus précaires. Or, ici nous voyons ce mouvement de restriction du gratuit et du commun franchir une nouvelle étape en privatisant la réalité elle-même. On retire désormais aux plus pauvres la capacité même de reconnaître et d'identifier les hommes et les femmes. Ces catégories cognitives n'appartiennent plus au peuple. Il faudra désormais demander à des sachants, à des experts en eux-mêmes, s'ils se sentent hommes ou femmes ou autres, à l'instant où la conversation a lieu. Déjà sommés de ne plus voir ce qu'ils voient, avec la domination du politiquement correct, les gens ordinaires devront réclamer la permission avant de pouvoir dire à leurs enfants « Regarde la jolie dame là-bas », le mégenrage étant de plus en plus passable d'une peine de mort sociale. Les Foucaldiens, qui sautent habituellement sur toutes les occasions pour dénoncer le pouvoir et son pouvoir de nommer, de classifier, d'étiqueter, restent ici étrangement muets sur cette dépossession lexicale évidente. On pourrait donc interpréter l'essor du mouvement trans comme étant un transfert du savoir du peuple vers les élites. Comme le note l'essayiste Claude Habib dans La question trans, je cite « L'espèce humaine est composée de deux sexes. Comment se fait-il qu'une position aussi banale, aussi raisonnable, aussi partagée ait pu se retrouver exclue du débat ? Comment expliquer que la majorité ait été dépossédée, sans coup férir, du droit de formuler ce qu'elle pense ? La même chose a eu lieu avec l'art. Dans sa version contemporaine, il faut un guide et ou un long panneau explicatif pour commencer à pouvoir apprécier une œuvre, tandis que pour admirer une cathédrale, il faut simplement être doté de Dieu. Un billet d'entrée n'est même parfois pas nécessaire. Tout comme l'art est passé de pour tous à pour des élites, des catégories conceptuelles fondamentales qui appartenaient à tous appartiennent désormais à quelques happy few. Et dans les deux cas surgit d'ailleurs un mépris de classe pour les réticents, pour les arriérés, qui n'auraient rien compris à la transgression du geste, selon la formule consacrée. Ce transfert épistémologique est le fruit d'un individualisme paradoxal. S'il est une chose que de se croire auto-engendré, il en est une autre que de demander à la communauté d'adouber cette nouvelle identité, quand bien même cette dernière serait elle-même fluctuante et incompréhensible. L'idéologie woke nie l'importance de la communauté dans un premier temps, l'individu doit pouvoir échapper à tous les rôles sociaux pour se définir comme il veut, avant d'insister sur l'importance de cette dernière dans un second temps. Tous doivent impérativement appeler et traiter l'individu de la façon dont il veut pour parfaire sa transition dite sociale.
De la même façon, les trans, promptes à dénoncer les stéréotypes de genre, se retrouvent bien obligés de les consacrer pour brandir des preuves extérieures de la véracité de leurs sentiments transgressifs. La preuve qu'un homme qui se sent femme a raison dans son fort intérieur serait qu'il porte régulièrement des talons aiguilles et adore se tartiner de rouge à lèvres. La démonstration implacable qu'une jeune femme est en réalité un jeune homme proviendrait du fait qu'elle adore porter des cheveux courts et pratiquer des sports de combat. Dans la mesure où la différence des sexes est niée et qu'un sentiment de soi reste trop subjectif pour convaincre dans l'espace public, l'idéologie woke est une nouvelle fois bien obligée de ressusciter les mêmes signes extérieurs qu'elle dénonce afin de défendre l'authenticité du désir de transition. Ainsi, même le wokisme sait qu'on ne se comporte pas de la même façon lorsqu'on interagit avec une femme qu'avec un homme. Nous manions tous implicitement certaines règles, certaines étiquettes différentes selon le contexte. L'avantage de ces dernières, de ces stéréotypes, c'est qu'on les maîtrise à peu près, ce qui facilite les interactions sociales. Or, qui sait si l'on doit tenir la porte pour un gender fluide ? Comment doit-on se comporter en bonne société avec un non-binaire ? Lorsqu'un bateau coule, qu'exigera la nouvelle galanterie ? Les tout-spirites et les asexuels d'abord ? Gageons que l'absence totale de normes communes, annoncée comme un paradis, ne concrétisera que le règne d'un isolement de masse. Comme l'annonçait déjà l'historien et psychologue Christopher Lasch dans La Révolte des élites en 1994, je cite, « La suspension du jugement éthique nous condamne logiquement à la solitude. Ceux qui n'ont que le mot tolérance en bouche ne se rendent pas compte qu'ils ne feront qu'advenir la plus brutale des indifférences collectives. Car comment imaginer qu'un commun, qu'un lien social quelconque puisse subsister après une telle privatisation ? Voici un discours que la gauche, même celle dite sociale, n'a jamais su tenir pour la cause du prolétariat. La plus terrible de toutes les privatisations est passée sous silence en ses rangs. Dans la droite lignée de cet individualisme paradoxal se trouvent les projets de réalité augmentée dont nous apercevons autour de nous les prémices. Demain, peut-être, nos élites percevront un monde où des images, des textes, des vidéos se superposeront par-dessus le réel. Des noms de rue y seraient corrigés par un casque virtuel pour les transporter dans un autre monde, et le jeu Pokémon Go, qui se contentait de projeter des créatures fictives sur leur environnement, paraîtra bien timide en comparaison. On pourrait même imaginer qu'au-dessus de la tête casquée des autres utilisateurs que nous aurions le malheur de croiser dans nos rues, apparaisse une petite icône pour indiquer le genre qu'ils auront envie d'être à cet instant-là, avec la possibilité d'en inventer de nouveaux, de se customiser davantage encore. D'autres auront accès à une réalité diminuée, brute, qui, jadis, mais s'en souviendront-ils, appartenait à tous. Qu'ils se rassurent, pour la modique somme de 9,99 € par mois, même le peuple pourra certainement rejoindre ce monde, cette communauté où tous vivront seuls. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ces paroles fortes et extrêmement instructives. Effectivement, deux sexes, c'est tellement évident, c'est tellement simple. C'est Fausto Sterling, il y a plus de 20 ans, qui en dénombrait 5. Elle est prof de biologie et études féminines. Là encore, on a un zeugme pour moi, c'est-à-dire une conjonction de coordination entre deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et puis ensuite, il y en a eu 12, je ne sais plus qui c'est. Ensuite, il y en a eu 48 dans un... je ne sais plus quel journaliste, là, ce n'était pas un biologiste. Et puis, il y a un professeur de philosophie à Lyon, qui, la surenchère, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de mieux que 5, 12, 48, innombrables. Et il a publié un livre, qui est une compilation laborieuse d'ailleurs, qui s'appelle « Les sexes innombrables ». Tout ça parce qu'il y a, comme tout le monde le sait, 0,002% des naissances dans lesquelles le sexe ne peut pas être déterminé pour des malformations qui sont dramatiques, que l'on ne sait pas forcément traiter. Il y a eu des catastrophes, etc. Mais en tout cas, on est dans l'utopie. Mais nous enrageons plus exactement de voir des choses comme ça. Hein, et c'est là-dessus que nous allons terminer.